Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a motivé dès le départ. Moi, j'ai une formation universitaire, hein, très classique, une thèse en chimie des matériaux. Et dans matériaux, il y a matière. Donc, mon sujet de thèse, c'était d'étudier ce que devenait une substance lorsque la dissolvait dans l'eau. Vous prenez un produit, vous le mettez dans l'eau, il fallait comprendre ce Ouais. que ça devenait. Et évidemment, toujours à des doses relativement importantes, parce que si vous voulez avoir vos techniques de mesure analytique, en dessous d'une certaine concentration, vous voyez plus rien. Ouais. Donc vous êtes obligé d'étudier ce qu'on appelle les solutions moyennement diluées ou voire même concentrées. Euh, et j'ai fait un doctorat donc en 88 où j'ai un petit peu révolutionné la chimie dans l'eau en expliquant qu'on pouvait faire un lien entre les espèces, comprendre comment les espèces se transformaient par l'eau grâce à la physique quantique. Voilà, ça c'est le terrain. Je soutiens ma thèse en 88. Et si vous avez un petit peu une idée de l'histoire, 88, c'est une année qui est très importante pour l'homéopathie, puisque c'est l'année où Jacques Benveniste, Ouais, juste, le chercheur de l'INSERM, publie sa fameuse étude dans la revue Nature, où il montre qu'en diluant un produit jusqu'à des doses homéopathiques, c'est-à-dire des taux de dilution qui ont très au-delà du nombre d'Avogadro, on avait toujours un effet biologique. Alors évidemment, moi je reçois cette information en pleine figure, alors que je viens de soutenir ma thèse et que j'ai prétendu avoir tout compris de l'eau. Et puis là, je me trouvais face à un problème parce que, avec toute ma science, j'étais incapable d'expliquer ça. Alors, il y avait deux possibilités à ce niveau-là. La première, c'était de dire que Jacques Benveniste était un escroc. ouais. Et Dieu sait si certains ont suivi cette voie-là. Ouais. Mais moi, j'ai fait ce qu'on fait nous tous scientifiques, c'est-à-dire, on va faire sa bibliographie et on regarde qui est le bonhomme. Et quand vous voyez que ce monsieur était pressenti pour être prix Nobel de médecine et de biologie, vous vous dites quand même, ce serait surprenant que ce soit un escroc. Ouais. Donc j'ai fait le pari de penser que qu'il avait travaillé de façon pertinente et correcte, et que par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est expliquer pourquoi, lorsqu'on dilue une substance au-delà du nombre d'Avogadro. Alors je rappelle que le nombre d'Avogadro, c'est à peu près 10 puissance 24, hein, c'est-à-dire que vous avez ce nombre qui donne la quantité de matière qu'il y a dans une mole. Quand on dépasse ce nombre, la chimie nous dit qu'il n'y a plus rien et qu'à ce moment-là, il n'aurait pu y avoir d'effet. Alors, c'est là où j'avais eu la chance d'étudier la physique quantique pour étudier les solutions, pour expliquer comment ça fonctionne dans les solutions concentrées. Et tout ce que j'avais à faire, en fait, c'était de reprendre cette science et de lui poser la question, et qu'est-ce qui se passerait dans l'autre cas, c'est-à-dire quand on va vers les très hautes dilutions. Et la physique quantique a une réponse aussi, qu'il m'a fallu 20 ans pour la trouver, mais peu importe. Il y a une réponse. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Ouais. Mais aujourd'hui, disons qu'on a une explication de comment ça pourrait, comment les très hautes dilutions, où il n'y a plus la molécule du produit de départ, comment il peut encore y avoir un effet sur des systèmes biologiques. Et l'idée, elle était en fait pas très compliquée. J'étais pas la première à la mettre en avant, c'est parce qu'évidemment, nous sommes faits d'eau et que quand vous diluez dans l'eau, et donc il y a cette substance, l'eau, qui semble être le point commun entre la biologie et la chimie. Donc comme je connaissais bien la chimie de l'eau, il me restait plus qu'à apprendre la biologie de l'eau. Donc ça, c'était pas très compliqué parce que il y a beaucoup de papiers scientifiques, il suffit de lire et de s'y intéresser. Et à ce moment-là, j'ai découvert avec ma grande stupeur, et ça, je le dois à Jacques Benveniste lui-même. C'est lui qui m'a aiguillé sur la piste. En regardant une de ses conférences, il a affirmé comme ça que une cellule, c'était 99% d'eau. C'est-à-dire que quand vous prenez la matière qu'il y a dans une cellule biologique, cellule vivante, elle est faite à 99% d'eau. Alors tout de suite, ça m'a choqué, parce que c'est pas ce que j'avais appris dans mes cours de biologie. Dans mes cours de biologie, on m'avait dit dans une cellule, il y a des protéines, il y a de l'ADN, il y a de l'ARN, il y a des sucres, c'est très compliqué. Donc on m'avait jamais parlé de l'eau. Et là, je vois ce chercheur éminent
qui prétend que la molécule la plus abondante, c'est l'eau à 89%. Alors évidemment, la première chose que je refais, c'est le calcul. Parce que c'est facile à calculer, en fait. Et il avait raison. Dans une cellule, vous avez si vous comptez en nombre de molécules et pas en masse, vous avez effectivement 89% des molécules d'une cellule sont des molécules d'eau. Ah oui, en nombre, bien sûr. En nombre. En C'est nombre, pour pas ça. en masse, oui, c'est ça. Et Oui, c'est ça. l'idée de passer de la masse au nombre n'est pas nouvelle, Oui, oui, puisqu'elle date de la chimie du 19e oui, siècle. oui. Hein. Je vous rappelle que si vous voulez comprendre des propriétés chimiques et physiques d'une solution d'eau, Oui. vous devez compter en nombre et pas en masse. Ça s'appelle la pression osmotique, ça s'appelle ces choses-là. Donc, en chimie, la première chose qu'on apprend aux étudiants en première année de chimie, c'est de convertir les masses en moles, pour passer des kilos au nombre d'objets. Oui, c'est ça. Et là, stupeur, en biologie, on ne fait jamais ça. Alors que si on le fait, on va trouver ce chiffre de 99%. Ça, c'était pour moi le point de départ. Si quelque chose devait être expliqué, c'est par l'eau, parce que c'est le constituant majoritaire. Et donc, la solution était forcément là. Qu'est-ce qui restait à faire? Bien, il restait comme je vous dis, à expliquer comment ça se passe. Alors, là, il y a eu plusieurs choses intéressantes qui sont passées. C'est que moi, je suis pas médecin ni biologiste, donc je ne pouvais pas aller très loin. Mais par contre, il y avait des médecins et des biologistes qui, eux, étaient très intéressés par trouver une explication physique de l'action des très hautes dilutions sur une cellule ou sur un être vivant. Donc, j'avais beaucoup de questions de la part de ces gens-là qui étaient motivés aussi et qui pensaient que le travail de Jacques Benveniste était tout à fait correct. Il fallait trouver une explication. Et ça, par contre, c'est quelque chose que vous pouvez relativement bien faire, parce qu'autant je ne sais pas trop manier les éprouvettes, je suis plutôt ce qu'on appelle un théoricien, autant dès qu'il s'agit d'expliquer et de comprendre, là, ça va, je suis dans mon rayon. La deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu, dans les années 90, un projet qui s'appelle DIN-HOME, alors DIN pour dynamisation, HOME pour homéopathie, qui a été initié par Michel van Vansenhoven, qui est un médecin homéopathe, et qui a demandé à des malades de donner de l'argent pour qu'on sache ce qu'il y avait dans un remède homéopathique. Alors, vous imaginez ma surprise. On est en 1990, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on se pose la question qu'il y a dans un remède homéopathique. C'est-à-dire que, aussi incroyable que ça puisse paraître, personne ne s'était posé cette question avant. Alors, il se trouve qu'en 1990, on a à notre disposition tout un arsenal de techniques de caractérisation. Michel van Vansenhoven m'a contacté, il m'a dit est-ce qu'on ne peut pas essayer de collaborer, toi sur le plan scientifique, moi sur le plan des appareils de mesure. On a de l'argent, accrochez-vous bien, qui est donné par les malades, pas par l'État, mais on a de l'argent, parce que les malades, eux aussi, sont intéressés à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Et on a commencé à faire des mesures. Ces mesures ont donné lieu à des publications scientifiques dans des revues à comité de lecture. Donc, ceux que ça intéresse pourront aller lire toute cette littérature. On n'est pas dans de la charlatanisme ou de la pseudo-science, de la bonne science, où on a de la recherche qui se fait en laboratoire, suivie de publications de résultats dans des revues à comité de lecture. Je vais vous passer les détails. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, qu'un remède homéopathique contient de la matière, en fait. De la matière, comment? On n'a pas entendu, il y a une coupure. Un remède homéopathique contient de la matière à toutes les dilutions. À toutes les dilutions, d'accord. Voilà. Et on peut même la quantifier, l'observer au microscope électronique, on peut la peser. Si on peut la peser, c'est qu'elle est là. Et je peux vous donner les chiffres, hein, c'est quelques microgrammes par litre de matière qui sont là, quel que soit le taux de dilution. Alors ça pose un petit problème. D'où vient cette matière? Alors, parce que la substance qui porte cette matière, c'est le sucre, l'alcool ou l'alcool, hein, alors, non, en général. Quand vous faites le processus, on part donc on appelle la teinture mère. La teinture mère, exactement, oui. Et dissoute, comme vous l'avez expliqué, une goutte de teinture mère dans 100 gouttes d'eau. Voilà. Donc, on obtient une solution aqueuse. Et puis, on répète ça autant de fois qu'il le faut. Alors, dans les études, nous, on a considéré entre 4 CH et 30 CH. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a couvert quand même un spectre important. Et surtout, l'originalité, c'est qu'on a demandé à une pharmacienne de respecter les règles de la pharmacopée européenne pour faire les produits.
C'est-à-dire, on a étudié au laboratoire les produits qu'avalent les gens et pas des produits qui sont le résultat d'études en labo. C'est vraiment le remède homéopathique lui-même qu'on observe. Donc, on voit qu'il y a toujours cette quantité de matière qu'on voit au microscope électronique, qu'on arrive à peser après évaporation, on récupère un résidu solide, et on s'aperçoit que cette composition, pour faire l'analyse chimique de cette matière, évidemment, on ne retrouve pas la teinture mère de départ. C'est-à-dire que les molécules de la teinture mère ont disparu, ce qui est normal puisqu'on les a remplacées par des molécules d'eau. Donc, il n'y a plus de teinture mère. Par contre, il y a autre chose. L'analyse montre que c'est du sodium, des carbonates, un petit peu de silicium. Et ça, bon, par contre, quand on est chimiste, c'est très facile à comprendre d'où ça vient. Il faut savoir qu'en homéopathie, il ne suffit pas de diluer, mais il faut aussi succusser. Oui, c'est vrai. Il faut agiter Bien agiter violemment entre chaque succussion. Si vous ne le faites pas, le remède ne marche pas. Ouais. Et c'est là qu'on observe qu'effectivement, quand on a aussi étudié les mêmes produits, mais pas succussés, et là, on n'a pas la matière solide. Donc, ça veut dire que c'est l'opération de succussion qui amène cette matière. Et là, c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est la composition chimique de cette matière qui vient en fait du verre qu'on a utilisé pour faire la dilution est spécifique de la dilution qu'on a faite. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui est spécifique et qui est matériel dans un remède homéopathique. La deuxième chose qu'on a observée, ça on l'a observé par RMN, résonance magnétique nucléaire en étudiant le liquide, c'est qu'il y a toujours aussi dans le remède homéopathique des bulles de gaz. Et là aussi c'est normal parce que quand vous secouez violemment votre fiole, il y a de l'air qui rentre dans l'eau et à ce moment-là vous avez ce qu'on appelle des nanobulles. Donc on sait aujourd'hui qu'un remède homéopathique ce n'est pas rien. Et là, on n'en est même pas à imprégner du sucre. On en est juste à la préparation des solutions qui vont ensuite servir à imprégner des granules de sucre. On sait qu'il y a de la matière solide à toutes les dilutions et à chaque fois des bulles de gaz. Voilà, donc ça, c'est des informations qui sont quand même importantes parce que les gens qui sont matérialistes ne doivent plus dire qu'il n'y a rien dans un médicament homéopathique. Il y a de la matière qui n'est pas le produit de départ, mais qui est spécifique du taux de dilution qu'on a employé. C'est-à-dire que quand on prescrit un 8CH, c'est pas du tout la même chose en termes de matière que ce qu'on prescrit un 15CH ou un 30. Ensuite, ce qu'on a découvert aussi, c'est que l'eau ne se comportait pas du tout de la même manière. Parce que ces nanoparticules de solide qui sont en solution et ces bulles de gaz changent la nature de l'eau. On le voit très bien par des mesures de temps de relaxation en résonance magnétique nucléaire. On voit très bien que l'eau ne se comporte pas comme une eau qui aurait simplement où on aurait enlevé ces nanoparticules et ces bulles de gaz. On a bien donc aussi quelque chose qui est dans l'eau. Et c'est là où on rejoint donc l'idée fondamentale de Jacques Benveniste, c'est que l'eau a la capacité de mémoriser des informations de nature biologique. Et il restait à élucider le mécanisme par lequel on peut écrire de l'information dans l'eau et la décoder ensuite ou la transformer sur des granules de sucre. Alors c'est là où, moi par contre, j'ai amené ma compétence de chercheur et spécialisé donc en physique quantique. Lorsqu'on regarde l'eau et lorsqu'on regarde cette molécule, bon, elle a une certaine masse, on peut calculer par les lois de la chimie. Si mes souvenirs sont bons, ça fait à peu près 10-26 kg, une molécule d'eau. Et la physique nous apprend que cette molécule est constituée d'un noyau atomique qui contient des protons et des neutrons et des électrons. C'est ce qu'on appelle la théorie atomique de la matière. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde le sait, cette formule pour l'eau, c'est H2O, 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Et ensuite, il suffit de faire un simple calcul encore une fois, de masse. On sait que les protons et les neutrons sont faits de particules subatomiques qu'on appelle les quarks, dont on connaît les masses. Donc, on calcule la masse totale de quarks, on calcule la masse totale de la molécule d'eau, et quand vous faites le rapport, vous apercevez que la masse totale des quarks, ce n'est à peu près que 2% de la masse de la molécule d'eau. Autrement dit,
L'eau, c'est quoi? C'est 2% de choses qui ont une masse et 98% de choses qui n'ont pas de masse. Et c'est là où vous avez vraiment besoin de la physique quantique, parce que comment expliquer que quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on appelle le vide, puisse avoir une masse? Lorsque vous dites ça, vous surprenez beaucoup les gens, mais aujourd'hui, ça ne surprend pas un physicien. Parce qu'on a la théorie de la relativité qui nous dit qu'en fait, les masses, on peut les oublier, parce que si on multiplie par le carré de la vitesse de la lumière, on a une énergie. Et on a la physique quantique qui nous dit que l'énergie, on peut l'oublier, parce que si on divise par la constante de Planck, on a une fréquence. Et donc voilà, la clé, elle est là. Dans le vide, il y a des fréquences. Ça s'appelle des particules virtuelles, il y a de l'énergie. Tous les physiciens sont d'accord là-dessus. Ça se manifeste à notre échelle par ce qu'on appelle l'effet Casimir. Et cet effet Casimir, je peux juste vous donner un exemple parce que on le voit très bien à l'œuvre dans tous les ports. C'est lorsque vous regardez les bateaux qui sont alignés sur un quai, vous avez dû remarquer qu'on met toujours des pneus sur les coques. Est-ce que vous savez pourquoi? Pour qu'ils s'entrechoquent pas, j'imagine. Voilà, pour que, suite aux vagues, si jamais ils arrivent, les coques se touchent, comme ça coûte cher de peindre un bateau, on préfère que ce soit les pneus qui morfent que les coques. Évidemment. Et regardez bien, le mouvement d'un bateau dans le port est toujours le même. C'est-à-dire que s'il y a des vagues qui vont dans tous les sens, les bateaux, eux, se rapprochent tout le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent que s'attirer, ils ne peuvent pas se repousser. D'où les pneus, pour empêcher qu'ils se... C'est exactement la même chose dans le vide. Vous prenez deux plaques métalliques, vous les mettez dans un vide qui n'a rien, et vous voyez qu'elles s'attirent. C'est le même mécanisme, ça c'est ce qu'on appelle un mécanisme ondulatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Vous avez des ondes qui ont toutes les fréquences dans les vagues, et vous avez des ondes qui ont toutes les longueurs d'onde dans le vide. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez une dissymétrie, c'est-à-dire deux plaques? Eh bien, les grandes longueurs d'onde sont exclues, et les courtes longueurs d'onde, par contre, elles peuvent passer. Ça crée un différentiel de pression qui fait que les plaques se collent. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose dans le vide. Et c'est ça, l'idée que je défends, c'est que dans l'eau, on peut, bien sûr, avoir de la matière dissoute, mais on peut aussi avoir de l'information. Et cette information, ça s'appelle donc, c'est un terme que j'aime pas trop, mais qui a été très popularisé par Jacques Benveniste, la mémoire de l'eau. Alors là, on va encore soulever chez certaines personnes des hauts-là d'horreur. Des levées de boucliers. Comment l'eau peut avoir une mémoire, et c'est pour ça que moi, je ne parle pas de mémoire de l'eau, mais de mémoire de l'eau morphogénique. Ouais. C'est-à-dire de l'eau qui contient des nanoparticules et des bulles de gaz, pour qu'on soit clair. Parce que si vous prenez l'eau et que vous ne mettez pas ces nanoparticules et ces bulles de gaz, je peux vous garantir qu'il n'y aura aucune information dedans. Là, la physique est très claire. Par contre, si cette eau contient des nanoparticules et des bulles de gaz, elle peut mémoriser une information. On sait qu'on peut écrire de l'information. Alors, c'est là où je ne vais pas aller plus loin, parce qu'après, ça devient vraiment très technique, mais il y a les livres, il y a les publications qui expliquent comment ça se passe. Disons que la molécule d'eau voit cette énergie virtuelle du vide et s'en sert pour s'exciter comme elle le ferait avec une lumière qui viendrait de l'extérieur. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'une fois qu'elle s'est excitée, c'est-à-dire qu'elle a changé d'état vibratoire, normalement, si elle était très loin d'autres molécules d'eau, elle redonnerait cette énergie au vide où elle l'a pris. Et c'est là où l'histoire devient intéressante. C'est que s'il y a une autre molécule d'eau qui est juste à côté, c'est-à-dire si vous êtes dans le liquide et non pas dans la vapeur, à ce moment-là, l'énergie de la première molécule peut passer sur la seconde. C'est-à-dire que le vide se trouve épuisé. Il a donné de l'énergie à la première molécule et il attend que cette énergie revienne, mais la première molécule, au lieu de lui rendre, elle l'envoie à une autre, qui elle-même l'envoie à une autre, qui l'envoie à une autre, qui l'envoie à une autre, c'est-à-dire que le vide a donné de l'énergie mais ne peut plus la récupérer. Elle s'est manifestée sous la forme de ce qu'on appelle la liaison hydrogène, c'est-à-dire que les molécules se sont rapprochées et ont formé ce qu'on appelle des entités qui s'appellent les domaines de cohérence. Et ça, c'est un mécanisme naturel de l'eau qui a été mis en évidence par des Italiens dans les années 80,
c'est toute l'équipe à Rome de Giuliano Preparata, Emilio Giudice et Giuseppe Vitello. Donc, ce sont de très bons physiciens qui ont étudié ça. Moi, j'ai tout repris, j'ai tout vérifié les calculs parce qu'il y avait des petites erreurs dans les coins. Et on a fait donc cette idée que dans l'eau, si vous avez une nanoparticule ou si vous avez une bulle de gaz, vous pouvez stabiliser ces domaines de cohérence où l'eau joue avec le lead un petit peu comme au football. Et puis ça tombe bien parce qu'on est en pleine période du mondial. Là, les gens vont comprendre que on peut jouer au football avec les photons qui viennent du vide et que ça donne un domaine de cohérence et que dès que vous amenez une substance étrangère, évidemment, elle va soit laisser le domaine de cohérence, soit le briser. Et vous avez donc un système qui, sur le plan physique, s'appelle un système à deux états bistables. Soit il existe dans un état de cohérence, typiquement 10 millions de molécules d'eau, soit il existe dans un état où ces 10 millions de molécules d'eau se comportent comme dans un gaz qu'on appelle incohérent. Et là, vous avez la clé du problème, parce que tout système bistable peut servir de mémoire. Ça, on le sait depuis que l'ordinateur a été inventé. Si vous voulez avoir une mémoire, il faut un système qui puisse basculer entre deux états. Le premier état code ce qu'on appelle le bit 1, le deuxième état code le bit 0, et ensuite, si vous avez plein de domaines de cohérence, ben vous avez plein de 0, vous avez plein de 1, et suivant le théorème de Shannon, qu'est-ce que c'est qu'une suite de 0 et de 1? C'est une information. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on a cette aussi idée que dans un médicament homéopathique, on apporte de la matière qui supporte une information via les molécules d'eau qui sont au contact de ces nanoparticules et de ces bulles de gaz. Donc vous voyez, on a quelque chose qui est très clair, qui est publié. C'est-à-dire que ça a été examiné par des experts qui n'ont rien trouvé à redire à tout ça. Et c'est là où je suis un peu surpris que cette connaissance, bon alors, elle date typiquement des années 2012, hein, où on a à peu près mis ça sur le propre, mais qu'on continue à dire que dans un remède homéopathique, il n'y a rien, qu'on ne sait pas du tout comment ça se passe. Non, il y a des choses matérielles qui sont soit gazeuses, soit solides. Il y a de l'information qui peut être mémorisée au niveau de ce qu'on appelle les domaines de cohérence. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour que on puisse avoir un effet sur une cellule, puisqu'une cellule est elle-même faite d'eau, a elle-même ses domaines de cohérence, toutes ces informations. Et qu'est-ce que ça devient un remède homéopathique? Une cellule malade, c'est une cellule qui a une information qui la rend malade. Le remède homéopathique va lui amener une nouvelle information qui va lui permettre de traiter par elle-même, de se débarrasser de cette information qui est pathogène. Un vortex, en fait, c'est aussi une structure qui est très intéressante. Elle s'appelle autosimilaire. C'est-à-dire que quand vous regardez le vortex, tout le monde fait ça, le tourbillon. Et ce sont les météorologistes qui nous ont expliqué ce qu'il y avait dans un vortex. En fait, dans un vortex, vous avez des cellules qui sont elles-mêmes des vortex. Et dans ces petites cellules qui sont des vortex, il y a d'autres cellules qui sont des vortex. Donc, dans les vortex, vous avez des vortex, de vortex, de vortex, de vortex, jusqu'à une échelle qui est de l'ordre du micron, où quand on arrive à cette échelle, l'énergie de mouvement cohérent qui est dans le vortex ne peut plus exister parce qu'elle est transmise à ce qu'on appelle la friction. C'est-à-dire que là, on commence à pouvoir dissiper l'énergie sous forme de chaleur. Et ça vous savez très bien le mécanisme, hein, puisque quand c'est la tornade que vous voyez tourner, et vous voyez bien que ça tourne en haut, mais qu'en bas, ça dissipe en chaleur et que ça fait des dégâts. Voilà, donc ça, c'est ça que vous faites dans l'eau, que ce soit en biodynamie ou en homéopathie par succution. On crée ces structures de vortex qui sont connues pour avoir cette structure autosimilaire, c'est-à-dire toujours la même structure qui se répète à différentes échelles de taille, ce qui permet à l'information de circuler depuis l'échelle macroscopique jusqu'à l'échelle de la cellule dissépative du vortex. Je suis pas le seul à dire ça. Par exemple, vous avez les travaux de Jean-Jacques Charbonnier qui dit qu'on a une perception extraneuronale. Les neurones, c'est une façon de traiter l'information, mais on a aussi la possibilité, votre corps, c'est 10 puissance 14 cellules. Si vous appliquez les théories dont j'ai parlé pour l'homéopathie, on sait qu'une cellule, dans sa couche d'hydratation, c'est à peu près 12 kilooctets de mémoire.
Ben, quand vous multipliez 12 kilooctets de mémoire par 10 puissance 14 cellules, Ouais, ça fait quand même des pétaoctets de mémoire. ouais. Alors je vais vous poser une question. Lors de cet arrêt cardiaque, combien de temps a-t-il duré, l'arrêt en question? Alors moi, je pouvais pas compter puisque Bien sûr, oui, mais on vous l'a dit après, vous j'imagine. regardez le compte rendu d'opération, ça a duré à peu près 15 Ah oui, minutes. tout de même, oui. Ouais, et ils sont pas arrivés en fait. Et ils m'ont alors là, comme c'était l'affolement dans le bloc. Mais vous étiez anesthésié pourtant, et vous étiez. Non, 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 justement, c'était une opération parfaitement bénigne. Et c'était donc une anesthésie locale. Oui, c'était une anesthésie Ah, donc locale. vous aviez gardé la conscience. Oui, j'avais gardé la Et conscience. oui, et donc là, vous n'avez pas remarqué que votre cœur avait cessé de battre. Ah, si, parce que quand le cœur s'arrête de battre, vous pouvez plus respirer. Ah oui, vous ne respiriez plus. C'est ça, oui, oui, oui. Et en plus, vous passez votre temps à faire du yo-yo Ah, entre votre corps où vous n'arrivez pas à respirer. Et puis, quand vous arrivez à sortir de votre corps, là, il n'y a plus de problème de respiration, puisque vous êtes dans un état de conscience extraneuronal. Le problème de se respirer ne se pose plus. oui, évidemment. Oui. Et il se repose parce que quand vous faites un massage cardiaque, et donc, Et ça vous ramène. vous redescendez brutalement. Voilà, vous redescendez brutalement, de nouveau tout le problème, puis je remonte, je descends, et comme ils n'y arrivaient pas, je vous rappelle, c'était une erreur médicale à la base. Euh, Ils ont fini par là m'anesthésier généralement, et là j'ai bien vu la différence. Dès qu'on m'a injecté un anesthésique global, là ça a été un trou noir, rien. On a un auditeur qui nous demande, qui nous dit: le professeur Montagnier semble avoir démontré que l'eau possédait une mémoire des molécules qu'elle contenait après maintes dissolutions. L'implication de cette découverte pourrait-elle modifier le paradigme de la pharmacologie en reproduisant la signature électromagnétique des médicaments? Oui. Alors ça, effectivement, c'est une bonne question. J'ai très bien connu Luc Montagnier. On a travaillé ensemble pendant une bonne dizaine d'années. Et en fait, lui, ce qu'il a apporté, c'est une démonstration expérimentale du concept de mémoire de l'eau. Mais c'est pas, l'idée ne venait pas de lui, elle venait de Jacques Benveniste. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que Jacques Benveniste est mort en 2004 et il n'était plus là pour continuer tous ses travaux. C'est lui qui avait initié tout ça et Luc Montagnier a eu la bonne idée de reprendre ça, d'autant plus qu'il était prix Nobel de médecine et de physiologie, donc ça donnait du poids à son argumentation. Enfin, du moins, il le pensait. En fait, il a été violemment attaqué pour avoir défendu les idées de Jacques Benveniste. Et ça, bon, il en a quand même relativement souffert. Et l'expérience que lui a mis au point est une expérience qui, pour moi, est relativement probante, dans le sens où il a reproduit un ADN avec un signal purement électromagnétique, qui valide la théorie des domaines de cohérence dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que dans ces domaines de cohérence, comme je l'ai rappelé, ce sont les rayonnements électromagnétiques que contient le vide quantique qui sont à l'origine de cette mémoire de l'eau morphogénique. Et donc, ce qu'a fait Luc Montagnier, c'est qu'il a montré que, par dilution, on pouvait mesurer un rayonnement électromagnétique sur les solutions diluées et réutiliser ce rayonnement électromagnétique pour recréer une molécule d'ADN de départ. Ça, c'était très fort. C'était très fort. Et ça montre bien que c'est plus l'aspect rayonnement électromagnétique, vide quantique qui est important que l'aspect purement matériel. C'est-à-dire que l'eau n'a pas de mémoire. C'est l'eau morphogénique qui a une mémoire. C'est-à-dire une eau qui contient des nanoparticules et des bulles de gaz, des nanobulles de gaz. Tant qu'il y a des nanoparticules et du gaz, ça dure. Si par contre vous retirez les nanoparticules et les bulles de gaz, là il n'y a plus d'information. Elle est partie. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre que c'est de l'eau qui contient quelque chose, qui a de l'information et pas l'eau H2O telle que les physiciens la connaissent. Je me fais référence aux travaux de Luc Montagnier, qui a montré que par l'électromagnétisme, on pouvait régénérer, refabriquer un ADN. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, comme le disait Eric, trouver une séquence d'informations qui verrouille le gène. Et ça se fera pas par un produit chimique, ça peut se faire par une vibration électromagnétique, ou alors, et ça c'est quelque chose que je suis en train de travailler très fort, par de la musique.
Parce que la musique a aussi, c'est une propriété vibratoire. Ah ouais. Et on a ce qu'on appelle un mécanisme par onde d'échelle qui fait que si vous écoutez un son, ça va aller d'échelle en échelle jusqu'à le système moléculaire qui peut être entré en résonance avec ce son. Alors que c'est très intéressant parce que quel type de musique préconisez-vous? Alors, c'est des musiques qui Je sont n'imagine calculées. que c'est pas forcément du rap ou de la techno. Non, là, on est dans une approche scientifique. Il y a un exemple de musique qui est disponible sur Internet, parce que j'ai fait un calcul par la physique quantique qui me permet d'associer à la molécule d'eau sa vibration sonore fondamentale. Et cette fréquence, je peux la donner aux auditeurs, elle Oui. est de 429,62 Hertz. Et il y a des gens qui ont pris cette séquence, qui l'ont injectée dans de la musique qu'on écoute au casque. Oui. Et le morceau est disponible sur Internet. Les gens peuvent l'écouter, ça coûte rien. Et c'est des informations qui ont été mises dans cette musique, censées nettoyer l'organisme en utilisant l'eau du corps. Ouais. Une détoxification de l'organisme. Après, là, par contre, il faudrait faire de la recherche. Et là, vous savez, faire de la recherche, il faut encore vouloir chercher. C'est essayer de trouver des moyens de verrouiller l'ADN de la partie qui a été modifiée pour qu'elle ne s'exprime pas. Ouais, c'est ce que disait le docteur Kinner. Oui. Voilà. Mais là, il faudra faire de la recherche. De manière très générale, quand on travaille avec le remède homéopathique, il faut faire très attention aux sources électromagnétiques, Ouais. que ce soit de la lumière ou que ce soit des postes radio, du Wi-Fi. Tout ça, c'est aussi de l'information et ça s'additionne au remède, puisque je rappelle bien que le remède homéopathique, il y a de l'information qui est mémorisée dedans. Ouais. Et donc, quand on sait que ajouter de l'information à l'information... Oui, ça peut dénaturer le message, évidemment. Voilà. Cette journaliste, il y a certains qui disent que ça tue l'information. Il y a deux façons d'aborder ce qu'on appelle l'aromathérapie, c'est-à-dire cette idée qu'on va se soigner par l'odeur grâce à une huile essentielle. Il y a les matérialistes qui disent que il y a des molécules qui s'évaporent, qui rentrent dans le nez, qui dans les sinus, voilà, sur des récepteurs, et puis que ça déclenche des trucs biologiques. Et bon, je vous cacherai pas que 99% des scientifiques sont dans ce paradigme matériel, qui a été combattu par un parfumeur. Lui n'arrivait pas à comprendre comment un insecte qui met une phéromone dans un jardin peut informer une femelle de 40 km instantanément. Et un chat aussi. Les chats font ça également. Tout ça. Et donc lui, il s'appelait Lucas Turin. Son idée, et que j'aime beaucoup, c'est de dire que le nez est un spectroscope. Et qu'en fait, dans l'huile essentielle, on est sensible à des vibrations. Parce que ça, c'est la physique quantique qui nous l'apprend. On peut voir le côté moléculaire visible, matériel qu'on touche, mais il y a quelque chose, la molécule est toujours en vibration, et cette vibration, on peut la ressentir par le nez. Et à ce moment-là, on retrouve un mécanisme qui est très proche de l'homéopathie. C'est quand on parle beaucoup d'homéopathie, on parle très peu de Samuel Hahnemann. Quand même le père fondateur, qui lui, il n'y avait pas la physique quantique, il n'y avait pas les domaines de cohérence, il n'y avait que de la médecine. Il voulait être médecin et il s'en est mordu les doigts quand il a vu comment on traitait les malades. Et c'est pour ça qu'il a développé l'homéopathie. Il ne pouvait pas comprendre qu'on soigne en faisant souffrir. Pour lui, c'était antagoniste. Il est mort à 90 ans, je crois. Oui, il est mort à 90 ans. Et surtout, il faut savoir que dans l'homéopathie, il ne suffit pas d'appliquer le principe de similitude. C'est-à-dire, bien sûr, c'est important d'amener le remède qui crée les mêmes symptômes, mais après, il y a le problème de la dilution. C'est-à-dire, est-ce que je dois donner 15 CH? Est-ce que je dois donner 30 CH? Oui, c'est ça. Et là, c'est autre chose. Et vous savez comment faisait Hahnemann? Ah ben non, justement. Et il avait toutes les dilutions du remède. D'abord, il interrogeait le malade pour trouver par similitude quel était le remède qui convenait. Et ensuite, il avait le remède sous forme de toutes les dilutions. Il se mettait en face du malade et il reniflait le remède. Et chaque fois qu'il sentait rien, il posait le tube. Et à un moment donné, les tubes étaient classés par dilution croissante. Dès qu'il tombait sur la bonne dilution, il sentait quelque chose. Et
il savait que c'était cette dilution qu'il fallait. Il y a un côté vibratoire dans la nature qui est, aujourd'hui, la physique est claire là-dessus, c'est le côté prépondérant. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous disais, un atome, c'est 89% de vide, et ce vide est rempli de vibrations. Donc la matière, en fait, c'est vraiment ça, on le sait depuis 1930, que c'est pas là qu'il faut chercher. Il faut chercher dans la vibration, les fréquences, les résonances. Et là, on trouve quelque chose d'intéressant. C'est que quand vous prenez deux particules de matière et que vous les envoyez l'une sur l'autre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va se passer que soit elles se rencontrent et ça va faire bing, soit elles passent l'une à côté de l'autre et il se passe rien. Si maintenant vous prenez un point de vue ondulatoire, c'est complètement différent. Parce que quand vous envoyez deux ondes l'une sur l'autre, elles peuvent, suivant, d'abord, si elles ne sont pas en résonance, il ne se passe rien. Et c'est pour ça que ça explique qu'un remède homéopathique peut ne rien faire. Et sûr, parce que si vous administrez une fréquence pour corriger une maladie qui est sur une autre fréquence, il ne pourra rien arriver. De même, la même façon que quand j'essaie d'écouter Radio Courtoisie sur 250 MHz, j'entendrai rien du tout. Parce que je n'ai pas la bonne fréquence pour pouvoir écouter ce que vous dites. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de l'aspect vibratoire. C'est que si cette condition de résonance n'est pas satisfaite, il ne se passe rien. L'information vous traverse et il n'y a pas de problème. Alors que si vous prenez un médicament à l'homéopathique et que c'est le mauvais médicament, oui, là, c'est sûr. C'est pas rien qui va se passer. Donc ça, c'est l'intérêt de travailler avec des ondes. Et le deuxième intérêt, c'est qu'avec une onde, vous pouvez avoir n'importe quel résultat. Quand vous additionnez deux ondes, ça peut faire n'importe quel résultat entre 0 et 4. Suivant ce qu'on appelle les phases de ces ondes. Ah oui. C'est-à-dire, si les ondes sont en phase, vous aurez 4. Si les ondes sont en opposition de phase, vous aurez 0. Ouais. Et puis, si la phase est intermédiaire, vous aurez 1,5. Et donc, vous voyez, on a ce degré de liberté avec l'onde qui est la phase, qui permet de moduler l'intensité de l'effet. Et c'est pour ça que l'homéopathie est aussi efficace lorsqu'on prend en compte sa dimension vibratoire et non pas sa dimension matérielle qui a été évacuée puisqu'on a retiré le produit de départ par distribution. Il est tout à fait naturel que quand l'homéopathie est arrivée en Inde, ils aient accepté ça sans problème, qui est chez l'être vivant une force vitale invisible qu'on peut solliciter par le remède homéopathique pour guérir. Pour eux, ça coulait de source. Ouais. Et je pense que vous savez qu'en Inde, il y a un ministère qui s'appelle Ayush, et ils ont le H de Ayush, c'est homéopathie. Ouais. Et ils ont rajouté ça à l'Ayurveda, qui était une technique de soins très traditionnelle, et puis à d'autres techniques de soins qui ont toutes comme caractéristique de dire qu'au départ, il n'y avait que le vide ou la vacuité pour un individu. Et donc, c'est tout à fait normal que ce soit dans ce pays-là que l'homéopathie soit valorisée. Et d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui qu'il allait y avoir un énorme institut qui va s'ouvrir. Le Premier ministre indien va ouvrir un institut d'homéopathie où on soignera les gens uniquement par cette technique. C'est très intéressant. C'est ouvert aujourd'hui. Et ça se passe en Inde, ça ne se passe pas en Europe, ça ne se passe pas aux États-Unis, où, comme vous le savez, en France, par exemple, on ferme les hôpitaux au lieu de les ouvrir. C'est exact, oui. La liaison hydrogène, en fait, c'est un mécanisme, comme je l'ai dit, selon lequel deux molécules d'eau s'attirent en interagissant avec le vide quantique. Ça, c'est l'explication moderne et cohérente, où on parle de cohérence. Avant d'avoir cette explication, il fallait bien expliquer pourquoi deux molécules d'eau se collent l'une sur l'autre, et on a appelé ça la liaison hydrogène. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cet hydrogène qui se mettait en pont entre deux oxygènes. Et après, quand on a découvert la structure des protéines grâce aux travaux de Linus Pauling, on a très bien compris que la structure tridimensionnelle d'une protéine dépendait de la capacité qu'avait cette protéine à faire des liaisons hydrogènes intramoléculaires pour adopter une certaine structure, avoir des cavités enzymatiques dans lesquelles on allait pouvoir faire des réactions chimiques. Et donc, si on apporte une information par l'eau, qui est le solvant qui se structure par liaison hydrogène par excellence, qui perturbe ce repliement, on change, parce que pour ça j'ai appelé l'eau morphogénique, l'eau qui donne la forme, on change la forme de la protéine, et toute protéine qui change de forme n'a plus son activité enzymatique.
Un auditeur qui nous dit bonsoir à tous, je prends de la vitamine C liposomale et du plasma de Quinton et je suis très rarement malade. Je voudrais votre avis sur les travaux de René Quinton. Merci beaucoup pour votre émission. Alors ça, c'est très gentil de la part de cet auditeur de rappeler l'excellent travail qu'a fait René Quinton. Son idée, c'était que la vie multicellulaire est née dans l'eau de mer. Et donc, comme la vie multicellulaire est née dans l'eau de mer et que nous sommes des organismes multicellulaires, il reste une mémoire dans ce qu'on appelle le sérum physiologique, le sérum qui nous constitue, a une composition chimique qui est très proche de celle de l'eau de mer. Et donc, je compris en chimique, en nombre, hein, pas en concentration, on est plus dilué, bien sûr. Mais si on regarde les espèces qu'on retrouve, elles sont du même ordre de grandeur que dans l'eau de mer. Et de fait, il y a, moi j'étais pareil, que j'ai ma bouteille d'eau de mer de Quinton, quand je mélange avec mon eau osmosée pour avoir une eau de boisson de bonne qualité. L'eau de mer peut être utilisée, a été utilisée. Il y a eu des dispensaires René Quinton qui permettaient de soigner des maladies très graves uniquement avec de l'eau de mer. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose dont il faut parler et faire savoir que, indépendamment de la chimie, indépendamment de l'homéopathie, des médicaments, le fait de boire régulièrement de petites quantités d'eau de mer, de Quinton, attention, parce que c'est un protocole, hein, on peut pas, le protocole de prélèvement est très strict, eh bien, il y a des tas de petits bobos qui disparaissent. L'homéopathie est à la base une technique vibratoire, non matérielle. Donc, plutôt que d'aller appliquer l'homéopathie, il vaudrait mieux peut-être aller chercher des techniques purement vibratoires, où on voit des ondes électromagnétiques de bonne fréquence. Et ça, bon, mais toujours pareil, il faudrait faire de la recherche dans cette direction-là. Quand vous avez une solution, enfin un médicament homéopathique, vous commencez par l'évaporer pour récupérer un résidu à sec. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas rien. On récupère ces nanoparticules sous forme de résidus à sec et ensuite on les observe au microscope électronique à balayage. Et au microscope électronique à balayage, vous avez ce qu'on appelle la technique EDX, qui permet d'envoyer des rayons X pour voir la composition chimique de ces particules. Donc on sait très bien associer à chaque dilution une composition chimique particulière. Maintenant, associer après le lien entre la composition chimique des nanoparticules qu'on observe et les effets biologiques, ça c'est une autre paire de manches. Parce que là, c'est de la biologie, ce n'est plus de la science des matériaux. La foi peut-elle créer des vibrations à caractère curatif ? Oh, c'est probable, à mon avis, oui, c'est probable. Alors, là, on rentre dans un sujet qui, moi, me passionne, c'est qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que la conscience ? Donc, la réponse, disons, de façon brutale, est oui. Si on a cette capacité en tant qu'être humain à être conscient, c'est-à-dire à traiter l'information, mais traiter l'information dans un but très particulier, ça s'appelle la conscience. Et ce qu'on sait, c'est que, et ça nous vient, c'est pour rebondir sur ce que disait donc tout à l'heure la médecine indienne, on peut s'adresser au vide quantique, alors comme on s'adresse à une divinité, pour aller chercher l'information de guérison. C'est comme ça qu'on peut expliquer des guérisons miraculeuses. Hein. Le fait de travailler en conscience, en méditation, on sait que ça a des effets thérapeutiques. Le seul problème qu'on a quand on s'oriente vers cette voie-là, c'est qu'il faut une pratique assez importante et surtout très élevée spirituellement. Et ça vient pas en 2 jours. Hein. C'est le travail de toute une vie. On entend nos spécialistes parler de nanoparticules depuis un moment. Dans les vaccins. Et donc je me demandais s'ils avaient un avis sur les éventuelles nanoparticules dans les vaccins actuels, l'oxyde de graphène et autres. Oui, je sais pas. Et alors ces effets, justement, indésirables peut-être. Bon, ça tombe bien, puisque je travaille sur les nanoparticules depuis 40 ans. Moi, j'ai fait toute ma thèse, comme je l'ai expliqué, sur la chimie dans l'eau, où on développait la fabrication de nanoparticules pour l'industrie, dont je connais très bien le sujet. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a quelque chose qui est spécifique à l'aspect nanométrique. Donc, je rappelle aux auditeurs que nanométrique, ça veut dire milliardième de mètre.
Quand vous êtes à cette échelle du milliardième de mètre, tout ce que vous connaissez à l'échelle du micromètre, c'est-à-dire millionième de mètre, ne s'applique plus du tout. C'est dans le domaine de la physique quantique. C'est-à-dire qu'à ces échelles-là, ce sont les propriétés ondulatoires de la matière qui comptent, plus que les propriétés matérielles telles que vous les observeriez si vous étiez à une échelle de taille beaucoup plus grande. Et donc, jouer avec les nanoparticules, c'est à la fois extrêmement prometteur, mais c'est aussi extrêmement dangereux. Et on ne sait pas ce qu'on fait. Et moi, ce que j'ai regretté dans ces vaccins, plutôt, comme l'a dit Eric, dans ces thérapies géniques, c'est qu'on manipule des nanoparticules, on ne sait pas quelles sont leurs compositions chimiques, on ne sait pas quels sont leurs effets, parce qu'elles sont nouvelles, elles sont brevetées, et donc on joue un jeu extrêmement dangereux. C'est ça. Et pourquoi a-t-on mis de l'oxyde de graphène, d'ailleurs? Quel était l'intérêt de cette substance? Là, on va sombrer dans le complotisme. Voilà, le plus échevelé. Si vous avez lu, ça, on se réfère aux travaux de Klaus Schwab et puis de son gourou qui s'appelle Harari, qui est une réincarnation d'Edward Bernays, en fait. Le piratage humain, c'est-à-dire comment on peut pirater vos gènes. Donc, si on veut pirater vos gènes, on va utiliser des nanoparticules et de l'oxyde de graphène qui a des propriétés extraordinaires vis-à-vis des rayonnements électromagnétiques. On espère pouvoir faire modifier vos gènes par des rayonnements électromagnétiques. Ah oui, c'est ça, c'était... Voilà, c'est... Alors moi, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et ce qui est clair, c'est qu'on est dans cette logique de manipulation du génome humain par les rayonnements électromagnétiques. Donc, contrôle de l'être humain, contrôle de ses pensées, contrôle de sa santé, contrôle de tout ce qu'il peut faire. Parce que de ses opinions, vous maîtrisez, de ses croyances. À l'échelle nanométrique, vous maîtrisez un petit peu. Alors encore faut-il avoir un rayonnement qui permet, alors on a parlé d'ailleurs de la 5G, qui permet de rentrer en résonance avec ces nanoparticules d'oxyde de graphène qui seraient... Là, on connaît très bien les rayonnements. Mais alors, est-ce que l'oxyde de graphène existe réellement? Est-ce qu'on a analysé ces vaccins? Est-ce que vraiment les nanoparticules y sont? Ou est-ce que c'est une légende? Moi, ce que je sais en tant que chimiste, c'est que le graphène et l'oxyde de graphène, on les connaît très bien. En tant que matériaux, ils sont étudiés depuis une année. Ça, c'est vrai. On sait aussi les faire en échelle de nanoparticules. Ça a été mon métier pendant 40 ans. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, est-ce que ces nanoparticules se retrouvent dans les produits qu'on injecte? Il y a des gens qui ont fait des observations qui disent que oui, il y a d'autres personnes qui disent que non. Et là, on aimerait que le gouvernement prenne la responsabilité. À partir du moment où on injecte quelque chose dans un corps humain, la composition chimique devrait être parfaitement connue. C'est évident. On enfonce des portes ouvertes presque là. C'est pas des portes ouvertes. Personne ne l'exige. Avant, on aurait trouvé ça élémentaire. Un secret dit industriel, c'est la source à tous les fantasmes. Évidemment. Et il faut savoir qu'au XIXe siècle, la médecine telle que nous on la connaît, dite allopathique, c'était des tortures. Oui, absolument. Et donc, les nobles, toute la noblesse européenne se soignait par homéopathie. Donc, la simple vue d'un médecin avec ses outils... et ses clistères. Ses clistères et ses... Ça, c'est pour le peuple. Nous, on mérite quelque chose de mieux. Et c'est là où ils étaient ravis d'avoir les travaux d'Hahnemann, parce que non seulement ça marchait, je rappelle aux gens qu'en 1832, il y a eu une épidémie de choléra à Paris et que c'est seule l'homéopathie en est venue à bout, parce que les médecins de l'époque étaient complètement incapables, les pauvres. Donc on avait une médecine qui fonctionnait, qui ne faisait pas mal, qui respectait le malade. Et donc toute la noblesse européenne, depuis qu'elle existe, se soigne à l'homéopathie. Il n'y a pas qu'Élisabeth II. Vous prenez le prince de Monaco, vous prenez... Alors, certains... Élisabeth II, tout le monde le savait. Mais la plupart des grands nobles d'Europe se soignent à l'homéopathie par tradition.